Bonjour à toi, merci d'écouter le podcast de la construction écologique sur faisonslemur.com. Aujourd'hui, je suis avec Léa qui va nous parler de la thèse qu'elle prépare pour le laboratoire Cratère. Léa a enquêté sur les pratiques et les savoirs de la réhabilitation du bâti ancien dans les maisons en terre iséroises. Donc, je te souhaite une très bonne écoute et c'est parti. Alors, bonjour à toi, bienvenue sur le podcast de la chaîne Faisons le mur. Donc aujourd'hui, premier podcast de ma petite expérience de blogueur. Donc voilà, je compte sur ton indulgence pour s'il y a des choses qui se passaient mal, mais normalement tout devrait très bien se passer. Et je suis en compagnie de Léa Génis qui prépare un mémoire super intéressant et qui va nous en parler tout de suite. Alors, bonjour Léa, Bonjour Gauthier. comment vas-tu? Eh ben ça va. Ok. Alors écoute, je te propose, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Donc présentation sommaire et puis quel est ton projet actuel? Ok. Moi je suis de Montpellier. J'ai fait mes études à Strasbourg. Mais avant j'ai voyagé aussi. J'ai fait des choses à côté de mes études, surtout que à la fac il y avait pas mal de grèves à l'époque où j'étais en cours. Vive les grèves. Donc on faisait pas mal de choses à côté. Disons que j'ai pas mal bossé sur des chantiers participatifs pendant ces temps-là. Et donc j'ai trouvé ça assez fascinant qu'on puisse construire en paille. Au début, c'était vraiment la construction en paille en fait qui m'a fascinée. Ce que ça permettait en fait, c'est-à-dire beaucoup plus de participation sur les chantiers, beaucoup plus de, enfin tout ce principe du chantier participatif, c'était des moments assez magiques. Et donc ça m'avait donné envie de travailler sur les techniques de construction, sur la manière dont les gens construisent et sur ce qu'elles permettent en fait de faire. Et puis sur comment aussi finalement on transforme des matériaux qui valent rien en des choses qui signifient quelque chose, qui créent du lien, qui créent des relations sociales, qui vont créer des choses entre les gens et qui permettent de construire des maisons. Oui. Donc moi j'ai fait une formation en ethnologie, c'est-à-dire l'ethnologie, c'est l'étude des différentes sociétés du monde. Au départ, c'était vraiment l'étude des différentes ethnies, des différentes cultures. C'était L'ethnologie, ça a été créé au moment de la colonisation, en grande partie, pour les ethnologues puissent aller découvrir les différentes cultures du monde, montrer d'une certaine manière que les sauvages étaient aussi des êtres humains. Mhm. D'un autre côté, ça a aussi accompagné la colonisation de manière plus ou moins bénéfique à une Oui. certaine époque. Plus ou moins scientifique, non? Plus ou moins. Ça a été construit comme une science, c'est-à-dire avec des méthodes d'observation qui ne sont pas forcément des méthodes très quantitatives basées sur des statistiques, etc., mais qui étaient basées. Un ethnologue assez connu, c'est Claude Lévi-Strauss. J'allais mettre la petite pierre de ma culture générale, mais bon, si tu l'as lancé avant moi, oui, Lévi-Strauss. Donc voilà, l'immersion dans des cultures pendant Lévi-Strauss, il est parti en voyage. Les premiers ethnologues, c'était des explorateurs, les missionnaires aussi, qui partaient, qui allaient vivre dans un village pendant des années pour former les autochtones à la culture catholique, souvent, mais finalement qui avaient des journaux de bord où ils décrivaient la culture des pays dans lesquels ils étaient. Et donc Lévi-Strauss, pareil, il va passer des années avec certaines communautés et va pouvoir, par cette immersion-là, décrire comment ça se passe. Et donc l'ethnologie aujourd'hui est moins rattachée, en tout cas, à des questions colonialistes, se défend un petit peu de ça aussi en justement accompagnant des processus contre des situations trop développementistes ou en montrant justement comment les populations locales ont des savoirs, ont des connaissances, etc. Et les ethnologues travaillent aujourd'hui aussi en France. Euh, Au début, ils ont travaillé en France parce que, au bout d'un moment, la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la colonisation, il fallait bien leur trouver du boulot à tous ces ethnologues. Donc, il a fallu travailler aussi sur les questions de tradition, sur les questions de folklore, les questions de savoir, de savoir-faire, d'écrire les arts et traditions populaires. Il y avait un musée là-dessus à Paris, qui est maintenant le musée de Marseille, le MUSEM, Ok. qui est là pour décrire justement les différentes cultures qu'on a aussi en France, servir à la construction de l'identité nationale aussi à Ok. une époque, hein. Et donc, en fait, toutes les questions de tradition, de patrimoine, de savoir, de savoir-faire, de technique
ont été vachement décrites par les ethnologues. Ok. Donc moi, j'ai essayé de lier très rapidement cette question de technique, de technologie et l'architecture, la construction. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu as approché tes travaux? Est-ce que tu t'es rapproché de structures particulières? Comment as-tu fait? C'est justement là que revient le laboratoire dont on parlait tout à l'heure, qui m'embauche pour faire ma thèse, Oui. donc qui s'appelle le laboratoire Cratère à l'école d'architecture de Grenoble. Ok, le fameux cratère dont on Voilà, entend beaucoup on parler, bien sûr. entend. Et en fait, moi, je voulais travailler sur l'ethnologie et la construction. Le problème, c'est que les ethnologues, finalement, travaillent très peu sur la construction, et tous les gens qui travaillent sur l'architecture ou sur la construction travaillent dans les écoles d'archi. Donc, en fouillant sur Internet, je suis tombée sur le site de Cratère. J'ai vu qu'ils travaillaient sur ce qu'ils appellent les cultures constructives, c'est-à-dire tout ce qui est système de savoir, de pratique, de savoir-faire, de matière, de matériaux, et qui vont entourer tous les processus de construction et d'architecture. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais leur écrire. Ok. Et donc, j'ai fait un stage chez eux, mon stage de master, je l'ai fait chez eux. J'ai travaillé sur la présentation du risque en IT, quelque chose de totalement différent de ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, suite à ça, ils ont bien aimé la manière de travailler, donc ils m'ont proposé de travailler sur cette question-là de la réhabilitation du bâti ancien en pisé. Parce que eux, ça fait depuis les années 70, on va dire, qui travaillent sur la question de l'architecture de terre. Ils ont participé d'ailleurs à construire ce concept d'architecture de terre, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur une construction, c'est-à-dire sur un empilement de matériaux, on est sur un système architectural, c'est-à-dire où il n'y a pas que de la terre, il y a une charpente, il y a un système aussi de culture derrière, il y a des savoirs, des savoir-faire, etc. Donc dans ce travail-là, ils avaient déjà recensé toutes les techniques, les questions du folklore, la tradition, etc., sur comment on construit en terre dans la région, et notamment d'ailleurs en Isère, en Eure-Isère. Et ils avaient aussi réfléchi à cette question de est-ce que la terre, finalement, ce serait pas quelque chose d'un représentatif localement? Est-ce que ce serait pas ce qu'on appelle un patrimoine? Ok. Et donc, pour Cratère, la construction en pisé ici dans la région, c'est vraiment un patrimoine, un élément représentatif de l'identité d'un territoire, etc. Ok. Et, vas-y. Et du coup, mais alors, donc toutes ces informations, alors si je comprends, donc Mm. Cratère t'accueille un petit peu dans ses locaux, vous travaillez ensemble, vous collaborez. Euh, donc Cratère avait déjà pas mal d'informations qui concernaient le patrimoine. Et qu'est-ce qui t'a manqué alors à toi? Qu'est-ce qui faisait que ta thèse n'était pas complète avec les informations que te fournissait Cratère? Mais c'est surtout en fait la demande qu'on m'a fait au début, c'est-à-dire en fait, on se rend compte quand même que toutes ces maisons-là, elles sont réhabilitées, elles sont rénovées par des gens. Et finalement, on ne sait pas vraiment qui les rénove, on ne sait pas vraiment qui sont les habitants qui vivent dedans. Et notamment, en fait, ils étaient assez préoccupés par les enjeux de rénovation énergétique à l'époque. D'ailleurs, toujours Encore aujourd'hui, aujourd'hui, hein, bien mais sûr. c'est-à-dire quels sont les risques de ces pressions sur la rénovation énergétique sur le bâti ancien emplisé. C'est-à-dire comment les habitants vont se les approprier, comment ils font avec, etc. Donc on m'a demandé d'aller étudier d'une certaine manière enfin, je le mets entre guillemets parce que c'est pas un terme que j'utilise, les comportements des habitants qui rénovaient des maisons emplisées. Et ça, c'était pas encore une thèse. En fait, j'ai fait ça pendant un an. J'ai travaillé sur les habitants, sur les pratiques, leur logique, voilà, pour répondre un petit peu à toutes ces questions-là. Et je me suis rendu compte que ces habitants, ils n'étaient pas seulement pris dans des logiques d'injonction à la rénovation énergétique, etc., mais dans plein d'injonctions sur comment bien rénover, c'est-à-dire comment on isole, avec quels matériaux, est-ce qu'il faut isoler le pisé, est-ce qu'il ne faut pas isoler le pisé, est-ce qu'on met un enduit, est-ce qu'on met du ciment sur nos maisons, est-ce que ma maison va me tomber dessus. Donc toutes ces questions-là qui étaient en suspens et dont les habitants devaient se débrouiller. Et aussi, derrière tout ça, il y avait beaucoup de controverses par rapport aux professionnels différents. C'est-à-dire que les professionnels n'étaient pas tous d'accord sur la manière de rénover Ok. ces maisons-là. Les institutions qui donnent du conseil n'étaient pas non plus toutes d'accord. Et donc, après, c'est un peu moi qui ai orienté le sujet de thèse là-dessus. Euh, C'est-à-dire devant un peu la difficulté qu'on peut avoir à appliquer des solutions toutes faites
ou des protocoles à ces maisons anciennes qui sont en pisé, bah, d'essayer de trouver comment les gens arrivent à gérer cette indétermination, cette incertitude, pour finalement arriver, pour les habitants, à travailler, à rénover des maisons, parce que de fait, à la fin, ils y arrivent, peu importe comment ils font, des professionnels à en faire leur métier, et des institutions, c'est-à-dire des collectivités territoriales ou des associations comme Cratère, à travailler à ce que ça se fasse mieux. Et donc, je travaille sur la question de ces mieux réhabilités et ce qu'ils veulent dire, finalement. Et alors, qu'est-ce que tu leur posais rapidement comme question, typiquement aux habitants de maisons en pisé? Alors, du coup, les habitants, en fait, ce qui a été assez sympa, c'est que finalement, comme c'est une méthode ethnographique, donc on revient à... Enfin, ça fait un peu bizarre de dire que je suis allée voir les autochtones du Nord-Isère. Surtout les gens, quand j'arrivais et que je leur disais je suis ethnologue, c'est... Moi, d'accord, on n'est pas forcément une tribu autochtone, sauf dans les terres froides parfois, mais ça peut effectivement poser des questions. Mais il y a effectivement cette idée d'immersion. Et donc au début, quand on appelle les gens, on leur dit bah, donc ce qui m'intéresse, c'est que vous me racontiez un petit peu votre projet. Les gens sont un peu gênés, oui, si vous voulez, tout ça. Et donc moi j'arrive, j'ai pas forcément de questionnaire. Le but c'est que les gens me racontent leur projet. Et j'étais vraiment partie sur des visites en fait de projets de réhabilitation par des visites de bâtiments. C'est-à-dire aller chez les gens, leur demander de me faire un tour de leur projet. Au début, les gens me demandent toujours combien de temps ça va durer. Ça va durer 1 heure, 2 heures, je sais pas. Et finalement, à la fin, au bout de 3 heures, c'est moi qui pars parce que au bout d'un moment, j'ai aussi autre chose à faire. Mais quand on commence à raconter son projet de rénovation, on peut partir très très loin parce que c'est des choix qu'on a fait, c'est un investissement personnel. On n'a pas toujours l'occasion d'avoir quelqu'un qui a envie de vous écouter sur ce sujet-là. Donc finalement, ça s'est toujours super bien passé. C'est-à-dire que c'était des visites de la maison et j'avais que quelques petites relances à faire sur les détails techniques, sur les raisons de certains choix, etc. Et donc j'ai demandé aux gens de me raconter leur projet, de me raconter avec qui ils avaient travaillé, etc. Et j'ai aussi participé à certains chantiers. Ok, nickel. Et du coup, alors les gens, pas tant en autoconstruction, mais plutôt ils faisaient appel à des artisans, j'imagine. Eh ben, pas forcément, en fait. Oui et non. Dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait très peu de gens qui faisaient totalement faire leur rénovation pour les professionnels. Ce qui est d'ailleurs un peu en contradiction avec les injonctions à la rénovation énergétique, par exemple, qui font financer que des aides qui sont faites par des professionnels. Et même j'ai eu beaucoup de problèmes avec les collectivités territoriales quand je leur expliquais ça. Elles me disaient mais nous on peut pas encourager l'autoréhabilitation parce que on doit encourager le travail des artisans sur notre territoire. Mais en fait, de fait, quand on rénove une maison, il y a une partie des travaux qu'on fait soi-même, très très souvent. Parce que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on choisit de rénover plutôt que de faire construire quelque chose. Parce que ça coûte cher, parce que déjà quand on achète un bien et qu'en plus il faut le rénover, et qu'il y a aussi une dimension d'appropriation de ce logement pour les habitants, c'est-à-dire de bricoler, de savoir de quoi est faite la maison, de faire, et du coup en faisant, de se poser plein de questions sur son logement. Et souvent les habitants sont d'ailleurs, c'est eux qui coordonnent le chantier. Même s'ils font tout faire, c'est très rare qu'ils fassent appel à des architectes ou à des maîtres d'œuvre. Souvent, c'est eux qui vont gérer les artisans, qui vont coordonner les différents corps de métier. Et on a souvent le cas de propriétaires qui participent aux travaux avec les artisans de manière plus ou moins officielle, mais qui vont donner un coup de main quand on doit monter un linteau en chaîne de je sais pas combien de kilos, le propriétaire va aller donner un coup de main pour monter le linteau. C'est un investissement personnel dans le projet, en fait un engagement, on pourrait dire, dans le projet. Ok, et au niveau des artisans, alors tu as dit que tu as aussi contacté les artisans. Est-ce que c'était facile? Est-ce que les artisans avaient le temps de te recevoir? Est-ce que tu les as trouvés peut-être déjà pour commencer? Alors, ça n'a pas été difficile du tout de trouver forcément des professionnels qui travaillaient sur des maisons pisées. D'ailleurs, c'est comme les propriétaires, hein, on pourrait se dire, il n'y a qu'un certain type de personnes qui rénovent des maisons pisées, c'est des hippies qui veulent des maisons anciennes, etc. Dans le nord de l'Isère, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as à peu près 70% du bâti ancien qui est construit en pisé, sur les zones où il y a du pisé.
C'est-à-dire ça s'étend à peu près de Voiron jusqu'à la Tour du Pin, même Morestel au-dessus, jusqu'à Lyon, Pont de Beauvoisin, Chambéry et Vienne. Donc on a vraiment tout le nord du département de l'Isère. Ça, je pourrais par contre te mettre une carte Ah, volontiers, si oui. tu veux la mettre. Et, euh, et de ce fait-là, toute personne est amenée à rénover une maison en pisé. C'est-à-dire que c'est des maisons dont on hérite, c'est des maisons qu'on va racheter parce qu'elles sont plus ou moins chères. C'est des maisons, et ça peut être tout type de maison, c'est-à-dire que ça va de la maison de centre-bourg à la maison de campagne. Souvent, on voit que la grange en fait en pisé, mais il y a énormément de choses qui sont en pisé. La plupart des centres villages, il y a des églises aussi, des mairies, des bâtiments publics. Donc, toute personne peut être amenée à un moment donné à rénover un bâtiment pisé. Donc, il n'y a pas vraiment de catégorie sociale sur les gens qui rénovent. Et donc, sur les artisans, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un artisan qui me disait, quand tu travailles ici, tu travailles sur du pisé si tu veux bosser. T'as pas vraiment le choix. Après, tous les artisans ne travaillent pas sur du pisé avec du pisé, avec de la terre. Oui. Les artisans ont différentes techniques qu'ils mettent en œuvre. Il y a des artisans qui vont considérer ces bâtiments-là comme n'importe quel type de maison et qui vont les rénover avec les techniques qu'on leur a appris depuis qu'ils ont commencé à travailler. C'est-à-dire que là, on est aujourd'hui sur des artisans, les plus anciens ont peut-être été formés dans les années 50-60, et c'est vraiment le moment où on formait au béton, au ciment, etc. Donc ils rénovent avec ces techniques-là qu'on leur a appris et qui étaient géniales à l'époque. Oui, oui, c'était révolutionnaire, ça. C'était fantastique. Enfin, d'un coup, on ne roulait plus les doigts, on avait une technique qui avait prise rapide, on n'était plus sur des techniques incertaines avec des terres qui étaient différentes partout et qui n'étaient plus les mêmes, etc. C'était du solide, c'était Voilà. bien dur. Et aujourd'hui, on a d'autres artisans qui arrivent, enfin depuis une trentaine d'années quand même, depuis les années 80, qui décident de prêter une attention spécifique au fait que ces maisons-là soient construites en pisé, et donc ils vont développer une pratique différente en utilisant des matériaux qui jugent plus compatibles avec la préservation du bâti ancien, la préservation du patrimoine, et la préservation un peu de la... Je disais tout à l'heure que le bâti ancien, il est très variable. C'est-à-dire que y a plein de types de bâtiments différents, mais il y a aussi plein de types de terres différents dans ces bâtiments. C'est-à-dire que comme ils prenaient la terre qui était sur le terrain, ils prenaient donc ici ou à 20 km, c'est pas les mêmes maisons, c'est pas la même terre. Et en plus, c'est pas les mêmes systèmes constructifs. Donc entre ici où on est dans le nord de l'Isère, on va avoir des grands toits dauphinois avec des grandes pentes. Et quand on descend vers Vienne ou Valence, on a des choses beaucoup plus fines. On va pas du tout avoir les mêmes systèmes non plus. Donc il faut s'adapter à tout ça. Et donc il y a des artisans qui expliquent qu'on ne peut pas traiter ces maisons-là comme n'importe quelle maison et qu'il faut s'adapter à leur variabilité. Mais donc ça amène à réfléchir en face de chaque mur, en face de chaque maison, aux techniques qu'on utilise, aux matériaux qu'on utilise et à la manière dont on les traite. Et alors, j'imagine, enfin, je pense savoir que c'est vrai qu'une grande majorité des artisans traitent ces maisons d'une manière assez conventionnelle, c'est-à-dire comme ils ont pu apprendre au début de leur carrière. Les autres artisans, est-ce qu'ils sont faciles à trouver? Enfin, en tant que propriétaire de maisons en pisé, est-ce qu'ils ont eu du mal à trouver ces artisans-là? Est-ce qu'ils existent assez? Euh, oui, tu me demandais aussi, je me rappelle dans ce que tu m'avais envoyé, combien ils sont. Et c'est super difficile en fait de dire est-ce qu'ils sont assez, est-ce qu'ils sont pas assez. Parce que il y a des artisans qui sont très visibles, qui vont être très investis dans des réseaux, qui vont être sur Internet, qui vont être étiquetés, etc., qui vont vraiment être là, visibles. On est spécialiste du pisé. Donc forcément, contacter ces artisans-là quand on est propriétaire, c'est les premiers qu'on va trouver sur Internet. Et c'est des artisans qui vont être vachement demandés. Parce qu'ils sont très visibles, on peut y avoir 1-2 ans d'attente quand on veut pouvoir faire travailler ces artisans-là. Il y a des artisans qui développent des approches spécifiques du pisé à des échelles beaucoup plus locales, qui vont fonctionner que par bouche à oreille. Enfin là, je te mets les extrêmes, hein, mais il y a plein de gradients entre les deux. Et qui, du coup, vont être aussi difficiles à trouver parce qu'il faut connaître, il faut savoir, il faut être dans la bouche et dans l'oreille dont on a échangé, dans le réseau.
pour savoir qui travaille sur le puzzle, avec quelle technique il travaille, etc. Donc c'est pas facile de trouver des artisans quand on n'est pas investi dans des réseaux existants, etc. Mais de fait, quand les gens ils doivent faire leurs travaux, ils trouvent des artisans. Ils vont pas attendre 5 ans qu'il y ait un artisan spécialiste qui arrive. Donc après là, il y a différents justement types de manières de travailler avec ces artisans-là. C'est-à-dire qu'on va avoir justement des artisans très spécialisés qui vont presque imposer aux propriétaires des manières de faire, que ce soit dans le très conventionnel ou dans le très écologique. C'est-à-dire moi je pose jamais de béton, jamais. Ou moi je fais que du béton, enfin pour le faire de manière très catégorique. Mais il y a aussi des artisans qui vont être beaucoup plus dans un dialogue avec le propriétaire, c'est-à-dire effectivement, il me propose de poser un linteau en chêne. Alors d'habitude, je fais que du béton. Alors moi, je suis pas couvert par mon assurance pour poser ça. Euh, mais en fait, si on le fait ensemble, peut-être que ça peut marcher. Il y a des négociations en fait qui se font sur les chantiers beaucoup. Et finalement, il y a pas mal d'artisans qui sont un peu entre les deux et qui vont adapter leur technique aux propriétaires. J'avais un artisan qui pourrait être catégorisé comme un artisan très conventionnel avec lequel j'avais travaillé, parce que ça fait partie de ces générations successives d'artisans, et qui commençait à mettre des blocs de chaux-chanvre, des enduits en terre, parce que c'était des demandes de clients, et qu'à un moment donné, finalement, poser un enduit en béton ou poser un enduit en terre, pour lui, c'était à peu près pareil. Ce qui l'aidait, c'était que c'était des produits qui étaient disponibles chez des fournisseurs. Et là, je pense qu'on a aussi une grosse différence entre plusieurs types d'artisans, c'est-à-dire qu'on a des artisans qui, quand on a une boîte à faire tourner, quand on a des salariés, etc., on se protège au niveau des assurances, au niveau de la réglementation, etc. Et donc on va essayer de mettre en œuvre des techniques qui soient plus ou moins réglementées. Donc les produits tout prêts facilitent parce qu'ils sont souvent couverts par les assurances. Et qu'on se dit, s'il y a un industriel qui me le vend, ça veut dire que le produit est couvert. Il y a des professionnels qui vont être un peu contre ce système-là, c'est-à-dire qu'ils vont expliquer que les industriels ont d'une certaine manière confisqué le savoir-faire des mains des professionnels et qui vont dire c'est à nous de recréer ce savoir-faire sur le chantier en recréant nos mélanges, en adaptant nos mélanges d'enduits par exemple ou de mortier au système qu'on a en fait, donc à la variabilité de ce pisé-là, etc. Et qui vont créer leur mélange, leur mortier directement sur le chantier et se réapproprier ce savoir-faire-là. Donc c'est super intéressant. Mais ça pose plus de difficultés à des personnes qui sont dans des systèmes très cadrés et qui sont habitués à ces systèmes-là. Et c'est vrai que comme tu dis, quand on a des ouvriers à faire travailler et que la boîte doit tourner, on a plutôt tendance à se pencher vers l'homologué, quoi. C'est vrai qu'on peut imaginer. Alors, très bien. Ça ne veut pas dire, juste pour nuancer un petit peu quand même, il n'y ait pas des artisans qui font leur mélange eux-mêmes, qui ont aussi des salariés, des ouvriers et des boîtes à faire tourner. Hein. Tout dépend en fait de comment on est sûr de ce qu'on fait, de l'éthique qu'on a aussi. Et il y a des entreprises ici dans le coin qui mettent en œuvre leur propre mélange adapté au chantier. Et en fait, il y a des manières de se défendre aussi contre les sinistres qu'il pourrait y avoir, contre les problèmes qu'il pourrait y avoir. Et puis des artisans expliquent que la meilleure manière, c'est aussi des fois de juste être sûr du savoir-faire qu'on met en œuvre. C'est aussi différents systèmes en fait de pensée. Ok. Et dans tes recherches, alors, est-ce qu'il y a eu des surprises pour commencer, ou des difficultés, ou des facilitateurs? Comment est ton ressenti par rapport à tes recherches sur le terrain? Des surprises, il y en a tout le temps, mais je pense que ça, c'est lié à la démarche. C'est mieux aussi, non? C'est-à-dire à la démarche ethnographique, le principe, c'est d'arriver sur un terrain et de se faire surprendre par le terrain. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas sur le terrain avec un présupposé. Enfin, j'y allais pour voir comment les gens faisaient. J'y allais pas pour savoir pourquoi les gens mettaient des enduits au ciment sur leur maison. J'y allais pour comprendre comment ils faisaient. Donc forcément, on est toujours surpris. C'est là tout l'intérêt. C'est-à-dire qu'on a... Et c'est ça qui est sympa. Donc, ouais, non, c'était... c'est le plaisir, en fait. C'est tout le plaisir réellement. Ok. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose voilà, qui te remonte à la mémoire quand je parle de surprise? Qu'est-ce qui t'a le plus
peut-être pas ému, mais qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu garderas de ces recherches? Ça va faire un peu bisounours, mais des relations humaines. Ah ben voilà. Euh, non, mais c'est vrai que, surtout que j'étais dans un milieu, on va dire, dans un monde, parce que finalement tout ça, c'est des mondes qui sont un peu souvent fermés sur eux-mêmes, de la construction en terre, où on a l'impression que tout ce qui se fait autour est pas forcément des bonnes pratiques. Et en fait, en allant à la rencontre des habitants, même d'artisans qui pouvaient être catégorisés très conventionnels, etc., en échangeant avec eux, de comprendre la raison en fait de leur pratique. Toutes ces histoires, par exemple, de cet artisan qui m'expliquait qu'il avait fait maçon parce qu'il en avait rien il n'était pas bon à l'école et qui se retrouvait à faire les cours du soir à partir de 30 ans pour passer son CAP parce que maintenant il fallait un CAP pour être maçon. Et tout ça en travaillant à côté dans son entreprise à mettre en œuvre, oui, les techniques qu'il avait appris, mais qui chez lui avait vraiment mis en œuvre tout un savoir-faire en fait de construction. Moi, ça, c'est des choses que je peux pas dire. C'est des gens qui sont conventionnels. Donc toutes ces surprises-là, en fait, j'ai beaucoup aimé aussi toutes les relations avec les habitants, dont certains sont devenus des amis. D'ailleurs, on s'est aussi rencontrés Comme sur ça, un chantier dans le cadre des enquêtes. c'est vrai. Et ça crée des relations avec des gens. Il y a plein de gens, je vais les revoir maintenant, mais pas pour faire des enquêtes. Donc ça, on le sait que ça va se passer comme ça plus ou moins avant, mais c'est vrai que c'est toujours agréable quand ça se passe bien. On se vérifie. Et alors des freins, est-ce que tu te souviens de quelques-uns? Oui, il y en a aussi, il y en a encore. Hein. Déjà 3 ans, ça paraît super long. Et en fait, en 3 ans, on a le temps de rien voir. On voit personne. Et c'est pas en 3 ans qu'on peut vraiment comprendre. En plus, 3 ans, c'est pas 3 ans de terrain. Dans les 3 ans, on est censé avoir écrit le petit mémoire. Donc, c'est une grosse année et demie de terrain où, quand on commence à écrire, on se rend compte qu'on sait rien et que, dans tous les cas, on n'aura jamais mieux compris le monde que les gens qui sont dedans et qui le vivent au quotidien. Donc, c'est tous les gens que je suis pas arrivée à les voir, les freins. Ok. Parce que... Et puis, il y a aussi... on est quand même dans un milieu professionnel qui est très concurrentiel. Comme finalement ma thèse est financée par quelqu'un qui participe à ce milieu, Cratère, avec cette étiquette-là, il y a des personnes que j'ai eu plus de mal à aller voir. Ça a été plus compliqué. Parce que des fois, on m'identifie comme architecte. On m'identifie aussi comme professionnel de la construction en terre. Donc ça ouvre pas les mêmes portes, on va dire. Et puis on se demandait à quoi vont servir mes résultats. Tu me demandais tout à l'heure, je t'ai peut-être pas répondu à quoi ça à qui ça profite tout ça finalement. Ok, je me souviens pas si on l'a enregistré une. Et, et en fait, à qui ça profite, c'est finalement effectivement si le labo finance une thèse comme ça, c'est qu'elle est intéressée par les résultats. Et sachant que le laboratoire est aussi acteur de la promotion de la construction en terre, forcément, on peut se dire que mes résultats vont servir d'une certaine manière à promouvoir la construction en terre. Et donc, comme il y a quand même quelques conflits qui restent dans les milieux de l'éco-construction et de la construction en terre, des fois, ça n'a pas été facile d'avoir cette étiquette-là. Mais en fait, à quoi ça sert pour moi, c'est... D'ailleurs, qui finance ça? On s'est demandé tout à l'heure. Finalement, indirectement, moi, je suis payée par le ministère de la Culture, via l'école d'architecture de Grenoble, via le labo, via tout ça. Donc, le ministère, c'est les impôts de tous les gens que j'ai rencontrés. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait un retour de ce que je fais aux gens que j'ai rencontrés et que ça puisse leur servir à quelque chose. Mais comme je te disais, je peux pas connaître leur monde mieux qu'eux. Donc, en fait, c'est un peu tout le jeu d'arriver à produire quelque chose qui puisse être lisible ou traduisible aux gens que j'ai rencontrés, pour pouvoir discuter avec eux de ce que je produis et de réfléchir ensemble à ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire de réfléchir ensemble à cette question de comment on peut faire localement pour mieux réhabiliter en fonction des enjeux de chacun, en faisant dialoguer les personnes les unes avec les autres, etc. Donc ça, c'est ce que j'aimerais faire après. Ok, ok. Et alors ton travail, est-ce qu'il sera disponible ou consultable sous la forme dans laquelle tu vas le rendre, ou est-ce que ça va être traduit en estimatif ou je sais pas sous quelle autre forme? En estimatif. Enfin,
Je veux dire, est-ce que ça va être, est-ce qu'on pourra retrouver ton travail sous la forme dans laquelle tu vas le rendre? Oui. Oui. Bah, c'est le principe en fait des thèses, sauf sur des sujets très controversés sur lesquels il y a des... Enfin, on peut demander à ce que ce soit pas diffusé. Le principe, c'est comme c'est payé par l'argent public, c'est rendu au public. Ça Donc reste la public. thèse sera disponible, alors je sais pas, après ça met 6 mois, ce sera fin 2018 certainement en ligne. Après, disponible, ça ne veut pas forcément dire accessible. Mhm. C'est-à-dire que oui, elle sera téléchargeable sur Internet, oui, c'est un PDF. Après, faut aussi que ça satisfasse à des critères scientifiques. Donc des fois, au niveau de l'écriture, même si j'essaye d'écrire pour que ce soit lisible, je suis un peu obligée de partir par des délires un peu théoriques qui n'intéressent pas la moitié des gens que j'ai rencontrés. Et en plus, il faut savoir que ça fait un petit bouquin de 400 pages à la fin, donc il faut avoir envie de se Oui. taper 400 pages. Ça- Donc moi l'idée, et c'est des choses que j'ai déjà faites en fait au fur et à mesure des enquêtes, c'est de faire des restitutions régulièrement aux gens que j'ai rencontrés, publiques ou de manière beaucoup plus restreinte, pour justement organiser ces discussions autour de mais on en fait quoi de tout ça, Oui. on fait quoi de ces travaux. Donc c'est des choses que j'ai organisées au labo, mais aussi sur le terrain déjà, et que il faudrait que j'en organise d'autres. Après, il y en a quelques-unes qui sont planifiées, mais plutôt des soutenances publiques, et pas sous le mode de la soutenance de thèse, qui est un petit peu théâtral, avec, où les gens n'ont pas le droit de prendre la parole, à part ton jury, Oui. etc. Mais des choses qui soient faites sur le terrain, en Nord-Isère, les gens n'ont pas à se déplacer jusqu'à Grenoble pour avoir les résultats. Ok, bah tu me diras si ça se met en place, donc je le publierai et puis je mettrai une information sur le site. Et alors, ben voilà, donc d'ici quelques semaines, quelques mois peut-être, non, c'est ça, Moi, quelques mois, la fin de tes travaux. Et qu'est-ce qu'ils vont présenter tes travaux d'une manière assez concrète? alors concrètement, c'est justement de raconter toutes ces histoires de gens, de personnes qui rénovent, cette diversité de manières de rénover. Et ce dont je me suis rendu compte à la fin, c'est finalement comment on en revient au fait que le bâti, c'est du bâti empisé. Et à ce que je t'expliquais tout à l'heure, que ce bâti-là, il est très variable, il est très différent. Et donc, quand on se retrouve à rénover une maison empisée, qu'on soit habitant, professionnel ou même collectivité qui veut organiser son territoire, créer une image, valoriser un patrimoine, on se retrouve à quelque chose de très variable. C'est pas comme si, en tant qu'habitant, on voudrait construire une maison de constructeur ou habiter dans une maison toute neuve, etc. Parce qu'on va être obligé de se poser beaucoup plus de questions face à son bâtiment. En quoi mon bâtiment est fait? Moi, j'ai essayé, j'ai demandé à ma mère, mais en quoi elle est faite la maison, elle ne sait pas. Pourtant, c'est eux qui l'ont fait construire. Hein. Comment la maison est isolée, pareil. Je ne sais pas comment la maison de mes parents est isolée. Les gens qui rénovent leur maison en pisé, ils vont savoir tout ça. Et en fait, finalement, au niveau des habitants, on arrive à savoir déjà de quoi est faite sa maison, comment elle fonctionne, parce que les murs en pisé ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière. Ils vivent avec l'environnement extérieur, donc ça ne fonctionne pas de la même manière que les murs normaux. Pour les professionnels, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand on commence à se poser des questions sur comment j'interviens sur chaque maison que j'ai en face de moi, bah, ça va amener à se poser des questions sur son travail, sur le sens de son métier, sur justement les mélanges qu'on applique, les produits qu'on achète, etc. Donc ça donne un sens différent à son métier et c'est un peu la vraie signification de ce qu'on appelle un métier. C'est-à-dire qu'on n'est pas des applicateurs, comme pouvaient le dire certains artisans, on est des artisans. Et même pour les collectivités, finalement, d'arrêter de considérer ces maisons-là comme n'importe quelle maison et de les considérer comme un élément identitaire, comme un habitat particulier, ça va faire qu'on va aussi se poser des questions. Est-ce qu'on peut mettre en œuvre un PLU, un plan d'urbanisme, qui soit le même pour ces maisons-là que pour d'autres maisons du bourg? Comment elles sont intégrées dans l'histoire du village, etc. Pourquoi on construisait en terre ici? Comment ça se fait que notre église soit construite en terre? Et donc ça va amener à se poser beaucoup plus de questions. Et donc moi, à la fin de ma thèse, j'en arrive, alors c'est sans doute un peu utopique, mais au fait qu'en amenant à se poser plus de questions, le bâti empisé crée plus de problèmes, certes, mais il amène à se l'approprier beaucoup plus et à, d'une certaine manière, être beaucoup plus actif dans le développement de ces modes d'habiter, de ces modes de travailler, et donc de ces modes aussi de ces modes de développement territorial.
Donc au niveau de l'habitant, on s'approprie sa maison, au niveau de l'artisan, on s'approprie son travail, et voilà, au niveau de la commune, on s'approprie son patrimoine, ou son territoire. son territoire. Eh ben, superbe. Et ben, j'arrive à la dernière question, je pense. Après ton mémoire, tu as déjà des plans, des projets? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Prendre des vacances. Des vacances? Non, mais justement, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est justement quand on parle de ces questions d'appropriation, c'est dire comment on peut favoriser ces situations-là, parce qu'à se poser trop de questions aussi sur tout ça, Oui. on peut arriver à être totalement perdu, Saturé, totalement oui. paumé, saturé, et des fois, on n'a juste pas envie de se poser de questions. Euh, L'idée, c'est pas de paumer les gens, mais d'arriver sur la base de ça à créer des espaces de discussion. Alors, ce sera peut-être ici ou peut-être dans d'autres types de structures, mais sur la même logique. euh, à travailler sur ces espaces de discussion-là où on fait dialoguer justement des habitants avec des enjeux totalement différents, des professionnels avec des enjeux différents et des collectivités pareilles, sur qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre bâti existant. Concrètement, on en fait quoi? Mais que ce soit une vraie discussion et pas seulement une imposition de prescripteurs qui disent il faut rénover de telle et telle manière, Et il que ce faut soit d'un réfléchir. côté ou de l'autre. Ouais. Et comment ensemble on réfléchit à ce qu'on veut en faire et comment on l'applique chez nous. Donc j'aimerais bien continuer à travailler là-dessus, Ok. que ce soit au laboratoire là où je suis en ce moment, ou dans d'autres types de structures qui aujourd'hui en fait les enjeux de rénovation sont tellement énormes que comment le dire poliment, je vais pas le dire poliment mais c'est pas grave, euh, les acteurs de la rénovation énergétique parlent aujourd'hui du putain de facteur humain, le PAF. Mhm. Ok. Le PF, non, le PFH, le PFH. Ok. Et parce qu'en fait, ils savent pas quoi en faire de ces humains. Et je trouve qu'en tant que sociologue, ethnologue, etc., on a vachement de boulot à faire pour favoriser l'intégration justement de la démocratie que peut apporter ce facteur humain. Parce qu'en fait, c'est pas un putain de facteur humain, c'est un facteur humain génial. Oui, Il peut essentiel amener. même. Et quand on parle de démocratie, c'est pas seulement déléguer la décision de ce qu'on veut faire de notre bâti à des élus, à des décideurs, même à des archis spécialisés. C'est comment on arrive à en discuter tous ensemble. Et donc voilà, travailler sur ces espaces en fait démocratiques, de fait, ils vont devoir à un moment donné appeler des sociologues ou des ethnologues parce qu'en fait, ils se rendent compte que les préconisations qu'ils proposent, les gens les mettent pas en œuvre, ils les détournent. Donc voilà. Ok, ok, donc là ça touche la sphère politique de la cité à Ça. travers le bâtiment, quoi. Mm. Et alors, donc avant ta thèse, tu n'avais pas spécialement, on va dire, de prédisposition ou d'intérêt particulier pour le bâtiment, et maintenant, ça y est, tu t'es lancé dans le mouvement? En fait, avant, ça m'a toujours intéressé ce que je disais, cette question de chantier participatif, etc. Finalement, on en revient à ce qui m'intéressait au départ, mais sauf que j'ai eu besoin finalement d'une dizaine d'années pour en venir là, euh, à la question de ce qu'un matériau ou de ce qu'un quelque chose qui est un peu différent, un système de construction différent, en tout cas, peut apporter au lien social et au lien entre les gens. Donc c'est une boucle, on va dire plutôt, mais moi j'ai envie de continuer là-dedans après, on verra, tout est possible. Tout est possible. Eh ben écoute, Léa, je te remercie mille fois. Je relayerai donc sous le podcast ou bien selon le média sur lequel il est propulsé, des informations qui te concernent ou bien des informations à venir si on veut peut-être te contacter. Et voilà. Merci encore et bonne continuation. Merci. Et voilà, l'interview est terminée, j'espère que ça t'a plu. Je te rappelle que si tu es intéressé par la construction en terre, tu peux télécharger sur faisonslemur.com ou bien je vais mettre le lien dans la description. Tu peux télécharger le fascicule sur la construction en terre crue en France que j'ai publié cette année. Donc voilà, tout à fait gratuitement, bien entendu. À présent, je te souhaite de passer une très belle journée, une très belle soirée et à bientôt sur la chaîne. Ciao ciao et puis abonne-toi. Ciao.